Dans l'épisode précédent, nous avons découvert la maison de Catherine et Thierry. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet rarement montré en vidéo, la fabrication de ses propres enduits à la chaux et à la terre, la création de teintures et d'impressions végétales sur tissu, ainsi que la céramique pour façonner de nombreux objets. Cette immersion ouvre des perspectives nouvelles sur l'autonomie en décoration intérieure et c'est tout de suite sur l'archipel. Je finalise des recherches, surtout autour de la terre, mais j'ai démarré avec 3 thématiques. Les enduits à la chaux, les enduits terre un petit peu, et puis la teinture végétale et la céramique, avec la terre extraite sur place. Donc là, j'avais un petit peu envie de commencer par vous présenter l'atelier qui est là. En fait, c'est une ancienne étable de la ferme, et donc on a dû refaire les enduits autour de la pierre, donc un chaux-sable tout simple. C'est assez jaune les enduits parce qu'on a utilisé un sable local assez rouge, donc ça donne une teinte déjà colorée. Et puis, comme on était bien parti pour la déco, on y a inséré des petites décos. Donc là, on peut voir des petits bouts de miroir, des petits graffitos dans les enduits. Toujours un peu inspiré du voyage puisque cette rénovation, on l'a démarrée quelques années après le voyage, quand on est rentré. On a toujours essayé de rénover les pièces après, même les anciens bâtis, en donnant quelques petites touches artistiques qu'on avait pu puiser et voir dans le voyage. Par exemple, au sol, là, on voit un petit peu de céramique, un petit soleil, voilà, un petit clin d'œil à chez Joe Polacher, une maison qu'on avait vue en Nouvelle-Zélande et dans laquelle il y avait tout un sol avec plein de mosaïques au sol faites avec des carreaux récupérés. Et ça nous a bien inspiré dans le sens on peut aussi, juste avec ce qu'on a, insérer des décos au moment où on fait des rénovations. On aurait pu simplement mettre du carrelage classique, enfin fermé sans déco, et on s'est dit tiens, un petit soleil ici, ça fera sympa. Le tableau qu'on voit là, en fait, c'est un tableau à la chaux, chaux-sable, avec du graffito aussi, et ça veut dire que je gratte dans l'enduit pour faire réapparaître le sable qui est dans le mélange en fait. Voilà. Et les graphismes sont juste des petits dessins ethniques, simples. Je laisse aller le geste et quand je fais ce genre de choses, je travaille en musique, parce que j'aime beaucoup la danse aussi, donc voilà, je laisse aller la musique et le geste, et ce tableau-là, voilà, il a sa musique. Faudrait que je ressorte mon petit carnet, mais chaque tableau a sa musique de création. En fait. Et tu le notes à chaque fois, ouais. Voilà, et j'avais fait une exposition en 2010 autour de ça, et j'avais mis plein de tableaux, et chacun avait sa petite musique, et du coup en fond, j'avais mis les musiques des tableaux. Donc là, on a un enduit paille chaud, sable, avec toujours le même sable assez rouge qui donne une teinte jaune en séchant. Et puis ici, on a un enduit paille chaud sable avec un fresco, avec un ocre rouge qui vient du Roussillon. Okay. Voilà. Et tu as fait des tests de couleurs Voilà, là c'est des tests de plein de pigments de différentes couleurs. Voilà. Ouais. Et puis ici, on a aussi des petits tests de différentes textures. Donc là, c'est un stuc, poudre de marbre, chaux très fine, avec là c'est un pigment bleu, là une terre verte ici. Et pareil ici, là, avec différents oxydes et différents pigments. Tu pourrais nous expliquer un petit peu, alors peut-être que tu voulais qu'on revienne là-bas pour nous en parler, mais comment, parce qu'on va peut-être pas tous les faire, mais la technique, comment tu fais pour obtenir ce genre de choses, pour que ça reste? Alors on mélange, là on voit un enduit de base, en fait c'est un chaux sable. D'accord. On mélange dans une gamate, de la chaux, du sable, et puis on va venir étaler à la truelle. Et ici on va venir rajouter par-dessus par exemple un chaux sable également, avec pour celui-ci un petit peu d'ocre rouge et d'ocre jaune à l'intérieur. On va venir l'étaler à la truelle également, puis on va venir lisser en fait, comme les enduits de mur. À sec ou à... Tu sais, on dit fresco, seco là. Alors celui-là, il était teint dans la masse, ça veut dire qu'on a mélangé le pigment dans la gamate. Okay. Celui-ci, c'était un stuc
Donc là, c'est encore plus lisse en fait et c'est plus fin puisque le sable utilisé, c'était de la poudre de marbre. Ah, donc vraiment on est sur beaucoup plus fin. Petite granulométrie. Voilà, ici c'était un mélange de stucs. Il y en avait un blanc, un bleu, un peu de rose et puis voilà, avec une spatule, j'en ai mélangé plusieurs pour faire un effet un peu marbré. Voilà. Et puis on peut toujours, si on s'approche de près, faire des petites incrustations, des petites choses appuyées pour faire des petits dessins à l'intérieur. Voilà. Excellent. Mais après, j'ai l'impression, une fois que tu maîtrises les techniques, c'est infini. Eh ben c'est ça, c'est infini et c'est pour ça que je suis arrivée sur les tableaux. Parce qu'en fait, je commençais à faire des murs, mais après, tu dis oui, mais est-ce que j'ai toujours envie d'avoir ça devant mes yeux? Bon, j'avais envie de faire des choses aussi plus petites, parce qu'après avoir fait des mètres carrés d'enduit, ça fatigue un peu quand même, c'est assez physique. Donc j'avais envie d'être sur des grandeurs plus petites, et pouvoir du coup me dire, il n'y a pas de limite sur la couleur, il n'y a pas de limite sur le style, puisque je vais pouvoir l'enlever si j'en ai marre et changer de tableau. On m'a demandé à la suite de tout ça, bah tiens Cathy, tu voudrais pas t'installer et aller faire des enduits chez les gens en fait. Et voilà, et là je me dis non, moi ça c'est pas pour moi, c'est trop physique, j'ai envie de continuer la création et l'exploration des couleurs et des décos sur des petites surfaces. Donc d'où l'idée de l'atelier aussi et l'idée de le faire en plus petit. Et en parlant de chaux, tu utilises, c'est de l'aérienne, je présume? Oui, c'est une chaux aérienne. Sauf pour les stucs où là j'utilise une chaux en pâte, mais qui est aussi aérienne. Mais la chaux en pâte, elle n'a pas subi de déshydratation. Elle est restée dans un seau. Elle s'est éteinte une première fois et elle n'a pas été séchée. Donc elle est vraiment très fine, très agréable à poser, en très fine couche en fait. Ça c'est un mur qu'on a fait en déco à plusieurs. En fait, on avait des amies polonaises qui sont passées en fait chez nous à ce moment-là. Et puis elles étaient dans une école de dessin à Zakopane et elles avaient envie de faire une fresque. Alors ensemble, on a fait ce dessin et voilà. Donc ça c'est un beau souvenir. Voilà, les voyages et puis les échanges autour de la création, c'est toujours très sympathique. Et là, on est sur du sgraffito, hein, on est sur du fresco parce qu'on a quelques petites notes blanches. Le mur, il est un petit peu blanchi avec de l'ocre, c'est de l'argile blanche en fait. Et puis on a ensuite gratté, pareil, pour faire ressortir. Là, c'est pas du orange qu'on a mis, là on fait réapparaître le sable rouge dans la couche, qui est dans la couche d'enduit en fait. Voilà. En grattant? En grattant. Voilà. Là, on a un chaux sable avec un sable classique, tamisé une fois, mais c'est pas du tout de la chaux en pâte, c'est un sable de bâtiment, hein, pour le bâtiment. On a de la chaux aérienne, et puis un petit peu d'argile à l'intérieur, très légèrement. Et on est venu le passer à la truelle sur une brique, et il y a un moment où ce mélange d'enduit, là, il va commencer à prendre, mais pas être trop sec, ni trop mou. Et il y a un moment clé qu'on dit, c'est le moment de faire la couleur, en fait, c'est le moment de faire le fresco. C'est qu'à côté, je vais préparer dans un petit bol, juste, par exemple, là, j'ai dû prendre de l'ocre rouge et de l'ocre jaune. Donc, par exemple, je prendrais une petite ocre rouge ici, et puis voilà, un ocre rouge, jaune ici. Je mets une petite cuillère à café de ça dans un bol, avec de l'eau, simplement. Et dans un autre bol, je vais mettre de l'ocre jaune, une petite cuillère à café aussi, dans de l'eau. Donc ça me fait deux petits mélanges d'eau colorée, finalement. Et avec un pinceau, je vais venir prendre un peu de mon eau colorée jaune, je vais venir la passer ici. Et à ce moment-là, on sent vraiment que si on est au bon moment, le jaune, il rentre dans l'enduit juste comme il faut. C'est comme s'il était pas aspiré, mais il vient juste se sécher en fait en surface. Okay. Et ça rappelle l'aquarelle, la technique de l'aquarelle à ce moment-là. Okay. On vient juste faire ça. Mais au bout de son pinceau, on n'a pas le blanc de l'enduit du dessous. Si on l'a, ça veut dire que l'enduit n'était pas assez sec.
Ok. Voilà. Donc ça, on peut l'apprendre qu'avec quelqu'un en live, parce que là, on en parle en... Oui, là, il vidéo, faut pratiquer. Il faut vraiment le sentir. C'est le bon moment. Avec mon pinceau et mon eau colorée jaune, je viens par-dessus. C'est absorbé immédiatement. Et surtout, au bout de mon pinceau, je n'ai pas pris le blanc de l'enduit du dessous. Et ça veut dire que je suis au bon moment. Je vais venir avec un autre pinceau ou le même, et puis je vais tremper dans mon ocre jaune, rouge dilué. Puis je vais venir tranquillement faire mon dégradé, en fait. Voilà. Et je peux ainsi faire plein de dégradés sans jamais prendre le blanc du dessous. C'est ce qu'on appelle le fresco. Mais là, c'est... C'est immédiatement fixé par la chaux, en fait, à ce moment-là. Le gros avantage de cette technique, il y a avantage et inconvénient, comme dans plein de choses. L'avantage, c'est que moi, j'avais envie d'une grande surface rouge, enfin, un rouge, et il faut une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe de pigment rouge pour faire une surface comme ça. Alors que si je mettais mon pigment rouge dans ma bétonnière pour faire mon mélange, je devrais mettre peut-être un seau de pigment rouge, enfin beaucoup plus. Et ça blanchirait. Et ça blanchirait. Alors que là, oui, effectivement, quand on fait ça, la couleur que je vois, elle est stabilisée immédiatement. Il n'y a pas ce 50% de moins, puisque ça ne prend pas le blanc du dessous. C'est sur la fameuse carbonatation? Exactement, Okay. C'est ça, le principe de carbonatation. Et donc c'est intéressant pour faire des grandes surfaces, pour s'amuser à faire des dessins, des dégradés de couleurs, sans consommer beaucoup de pigments. Ça a un désavantage, c'est que si on bute dedans, si voilà, par exemple là on a un petit exemple, bon, c'est mon atelier, voilà, je fais plein de... là, voilà, la couleur n'est qu'en surface, donc à l'intérieur je n'ai pas le rouge. Donc j'ai une trace si je bute dedans, si je fais un accro. Voilà. Alors la teinture végétale, j'ai démarré en faisant juste cuire des végétaux dans l'eau et en teignant des bouts de tissu. Voilà. Ça c'était plus dans mes cours d'art plastique avec mes élèves. Et puis il y a quelques années, enfin, il y a maintenant 3-4 ans, j'ai découvert qu'on pouvait aussi faire des empreintes de végétaux sur le tissu. Et je cherchais... En fait, j'étais en recherche de motifs sur du tissu, de graphisme, de choses comme ça. Et quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des empreintes de végétaux, du coup, ramener du végétal sur le tissu, et la forme des fleurs, des feuilles, moi, ça me parle beaucoup, eh bien, j'ai creusé cette question, j'ai étudié cette question et je suis... voilà, voici ici là, quelques essais, en fait, de ce que ça peut donner. Et ça, parce que là, tu dis sur les végétaux, donc c'est super beau, mais si tu avais fait comme des patrons avec une feuille de papier, tu obtiens la même chose, ou justement le fait que ce soit du végétal sur du textile, ça change Avec complètement, c'est que en fait là, je n'ai qu'à poser... Alors déjà, j'ai allé choisir les bons végétaux dans le jardin de Thierry, dans le site dans lequel on habite. Hein, il y a suffisamment grand pour prendre des feuilles, des fleurs. Et puis, on vient les poser, en fait, sur le tissu. Voilà. Le tissu, il est mordancé. Ça veut dire qu'on a préparé le tissu à fixer les couleurs des plantes. Okay. Un mordançage, c'est on mélange, on va baigner le tissu dans du vinaigre, dans des cristaux de soude et un peu de sel d'Alain. Voilà. On fait cuire ça plusieurs heures et ensuite on sort le tissu et il est prêt à aller fixer la couleur qu'on va lui proposer. Donc là, ce sont les tanins qui vont être dans les végétaux. Okay. Le végétal, donc les plantes, on peut les poser, on les dispose comme on souhaite. À l'endroit, à l'envers. Ah, et tu viens écraser après? Et je vais venir, pas vraiment écraser ni taper, en fait. Je vais venir comme ça, ou dans ce sens-là. Parce qu'en fait, la couleur côté, alors ce qu'on appelle le côté lune, c'est le côté ombragé, en fait. Et le côté soleil, c'est le côté de la feuille qui a reçu du soleil. On ne va pas du tout avoir la même couleur sur le tissu, si on a mis notre feuille dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc c'est intéressant, on va jouer avec ça. Voilà, par exemple comme ça. Et on peut s'amuser à disposer, on peut aussi
arracher les petites feuilles et puis faire des petits motifs, comme on souhaite en fait. Dis-moi, Cathy, c'est un nom, l'impression? Oui, alors ça s'appelle de l'impression botanique en français, ecoprint en anglais. Ensuite, on va poser sur ces végétaux pour que ça s'appuie un peu mieux, comme une petite couverture en fait, assez lourde, un tissu assez lourd qu'on peut tremper dans l'eau pour que ce soit bien imbibé. Voilà, on va appuyer comme ça. Et puis avec un rouleau, on va venir enrouler en fait. Il y a un plastique parce que vous allez voir après, il va falloir que tout ça, ça cuise. En fait, on va faire de la cuisine. On va venir enrouler on serre très fort la petite couverture, tout ça. Et puis on va venir serrer tout ça avec... Bon là, je vais le faire rapidement, mais c'est pour voir le principe. On serre très très fort tout autour. Et ensuite, pour l'instant, là, il ne se passe rien évidemment. Tout est sec. Donc on va venir le cuire. Moi, j'utilise une poissonnière. Okay. On peut utiliser des choses plus grandes. Hein. Et on va venir le faire cuire à la vapeur en fait. Donc on va mettre de l'eau au fond. On va faire chauffer l'eau. Et puis on va tout fermer comme ça. Et on va mettre sur le feu pendant au moins 1 heure. Alors une cuisinière, ça suffit. Hein, il faut le mettre sur 2 feux. D'accord. Voilà. Sur 2 feux, ça tient. À la vapeur, donc c'est juste en dessous. On met un petit peu d'eau. Quand tout est bien chaud et que la vapeur commence à être... voilà, là on ferme et on fait cuire 1h30, 2 heures à la vapeur. Ensuite, on va venir ouvrir et puis on va dérouler notre création en fait. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on a ça en fait. Tout se déroule et on a ça, ou alors on va avoir des choses voilà, comme ça ou comme ça. Voilà. Ça passe en machine après? Oui, là ça a déjà été lavé 2-3 fois en machine. Le végétal va venir donner son empreinte, va être dans le tissu, en fait, dans la fibre. C'est fou. Et il doit y avoir des végétaux qui doivent réagir peut-être niveau couleur différemment. Ah bah oui, là, il faut tout tester. C'est pour ça que ça fait 3-4 ans que j'y suis. Puisque les végétaux, en fonction de la saison à laquelle on les cueille, le printemps, c'est moins chargé en tanins et en pigments que fin d'été, par exemple. Voilà. Un végétal trop mouillé, ça va donner une empreinte plus diffuse. Il y a plein de paramètres en fait. Derrière, il devait être humide celui-là. Alors celui-là, par exemple, alors il n'y a pas que ça qui joue, mais par exemple, oui. Okay. Ouais. Et puis on a, par exemple ici, là on le voit bien. Là, c'est la feuille du fruit de la passion qui est dans la serre en bas. Voilà, on a un joli jaune. Ça, c'est la fleur de cosmos. Et là, on a la fleur d'hibiscus. C'est trop beau. C'est voilà. Beau de se dire en plus c'est naturel. Ça, c'est la fleur d'hibiscus. Oui. Ça, c'est la couleur du tissu naturel Non. Alors, si vous remarquez, là, on a un fond beige. Et là, on a un fond un peu marron, là, un peu violet. Et là, carrément noir. En fait, la couverture que j'ai posée tout à l'heure sur mes feuilles, soit je la trempe dans l'eau, auquel cas je vais avoir un fond beige, je vais garder mon fond neutre, mais je peux aussi la baigner dans un bain de noix de Galles, dans un bain de tanin de châtaignier, dans un bain de gaude, dans un bain de garance, et c'est là que je fais le lien avec tout ce que j'ai appris en teinture végétale, c'est que je vais venir utiliser un bain de jus d'oignon, un bain voilà, de curry, enfin tout ce qu'on veut en teinture végétale. Et ça va venir, en cuisant à la vapeur, en fait, cette teinte, elle va venir se mettre autour des végétaux. On va baigner la couverture que j'ai placée tout à l'heure sur les végétaux, la couverture noire qui est là, pour que ce soit humide. Eh bien, au lieu de la baigner dans l'eau, je vais plutôt choisir un bain d'oignon, un bain de garance, un bain de noix de Galles. Et je vais venir, du coup, la poser comme j'ai fait tout à l'heure. Sauf que ce ne sera pas de l'eau. Ce sera, la couverture aura reçu un tanin, finalement. Et ça va réagir en cuisant. Alors, ça va faire des fonds. C'est infini, hein, du coup, là, les possibilités. Je vois ça, violet, marron, noir, voilà. Tu disais aussi, par rapport à l'acidité du végétal, ça donne une certaine teinte. En fait, les végétaux, ils sont classés en 3 catégories. Il y a les plantes
à tanin, les plantes à couleur et les plantes acides. Et ce serait trop simple si elles n'étaient que l'un ou l'autre. Elles sont des fois un peu acides et à couleur, des fois elles sont un peu à tanin et couleur. Ou, voilà. Là, par exemple, on a de l'oxalis, ici. C'est une plante acide. Et là, c'est un agent de blanchiment, en fait, qui est à l'intérieur de cette plante. Et quand on la pose sur un tissu, du coup, elle va blanchir le tissu. Donc là, on a vraiment une réaction. Alors, on s'en sert pour faire des espaces blancs, en fait, des traces blanches. Donc, c'est intéressant. Là, c'est la tige qui était chargée d'acide, en fait. Hein. Donc, les traces blanches, on les voit vraiment bien. Comme les enduits à la chaux, il faut accepter le côté je ne sais pas exactement ce que ça va donner. J'accepte la surprise, plus ou moins, voilà, on est plus ou moins content. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu parce que je ne pourrais jamais faire 2 fois le même tissu, en fait. Pour le sol, vous avez fait quoi? Alors, pour le sol, on a isolé le sol et puis on a mis on a coulé un béton autolissant, en fait, dans lequel on a mélangé des ocres, donc la ocre rouge et ocre jaune. Et puis, on a fait, juste avant ça, des petites réserves. Donc, les dessins qu'on voit au sol, en fait, on a fait une petite réserve avec une pâte. Alors, c'est quoi, excuse-moi, quand tu appelles une réserve? Je n'ai pas la notion. La réserve, ça veut dire que sur le béton, enfin, sur l'isolant, on a mis comme un petit filet, comme un petit ciment, mais qui va venir un peu plus haut que le ciment autolissant. Et comme ça, quand on va couler le ciment autolissant, il va s'arrêter. Ça va faire des espaces différents. Et à la fin, quand tout est sec, on va venir poncer pour que cette petite réserve, elle soit au même niveau que ça. Cathy, comme si ça ne suffisait pas, après la chaux, après la teinture, l'écoprint ou les empreintes végétales sur tissu. Il y a la terre. Oui, il y a la terre. Alors la terre, c'est vraiment, c'est une partie très importante de ce que je fais. L'origine, c'est que on a commencé à extraire de la terre sur le lieu, de l'argile, pour faire des enduits terre en fait. Et puis, moi, j'ai commencé à la regarder un petit peu d'un autre œil, en me disant tiens, l'argile, ça veut dire aussi poterie. Et donc j'ai commencé à la tester. Donc cette argile, elle est brute, voilà. On la mélange avec de l'eau, ça fait une barbotine de terre, et je la mets à sécher sur un linge avec des briques en dessous. L'eau s'évapore. Voilà, ça c'est des pains d'argile de ma terre. Voilà, je n'achète pas la terre, je la prends sur place. Voilà, donc on a une argile très chargée en oxyde de fer. Un oxyde de fer jaune en fait, très chargé. Et ça, je vais venir, comme la pâte à modeler, hein, je vais la travailler au rouleau, je peux la modeler pour faire des pièces, voilà, tout est possible. Cette terre, j'en ai fait dans un premier temps beaucoup des petits pions de jeu, des carreaux pour la faïence, comme ici par exemple, voilà. Et ça, c'est la terre une fois sèche, mais pas cuite du tout. Et puis, une fois cuite à 1000 degrés, voilà ce que ça donne. Donc, c'est une faïence rouge. Ça donne une faïence rouge, comme les pots qu'on peut voir dans les jardins, enfin, les pots de fleurs, quoi. Voilà. Tu fais tes tomates. C'est ça. Alors, je ne les fais pas parce qu'il faudrait en faire des quantités. Et les choses en grosse quantité, je ne suis pas fan. Donc, je fais des petites quantités, raisonnables en tout cas à mon échelle. Et le plaisir de faire avec les mains. Voilà, je veux garder le côté manuel. Je ne veux pas avoir à industrialiser le processus, puisque le plaisir, il est dans le faire avec les mains. Donc, voilà. Et ce champ de possibles, on l'a vu, c'était très grand avec la chaux, c'est très grand aussi avec les végétaux et avec la terre. C'est aussi un champ immense de création. J'ai toujours aimé essayer de voir tout ce que je pouvais faire en mode décoration, donc avec la terre. Donc je suis allée faire plein de stages à droite à gauche sur différentes techniques décoratives pour la faïence. Donc là, on voit une des techniques, c'est de polir la terre
Alors là, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le petit carreau, tout simple. Une fois sec, ça fait ça. Juste avant qu'il sèche, en fait, je vais venir appuyer un petit bouton qui a une petite empreinte, par exemple. Voilà, j'ai plein de petits boutons avec des petites empreintes. Et je vais venir appuyer dans ma terre. Donc, ça va faire... Tu tamponnes. Voilà, ça va faire des tampons, ça va faire des marques. Je vais polir cette terre. C'est-à-dire, je vais l'appuyer longtemps avec une petite cuillère ou un petit plastique pour polir la terre, pour qu'elle devienne très, très lisse. Okay. Et ensuite, je vais la cuire une première fois. Donc, elle va devenir rouge. Et ensuite, cette petite technique-là, de la terre polie, je vais la mettre dans du feu, en fait. Je vais allumer un feu dans une grande marmite extérieure et je vais mettre dans des braises pendant quelques heures et je vais enfumer, en fait, ma terre. Et ça va donner un effet fumé, en fait. Et c'est ce qu'on appelle... c'est rusé un peu, on dirait. On appelle le fait de polir la terre très longtemps, c'est la terre sigillée. Ça porte une technique, c'est la terre sigillée. Voilà. Et je me suis amusée, du coup, à faire toute une série de petits pions comme ça, de l'autre côté, qu'on pourra voir. Toute une déclinaison, ça fait ça ressemble presque à de la pierre, en fait. C'est très brut. Il n'y a pas d'émail dessus. C'est juste le fait de polir la terre, ça la rend étanche. Donc, on rejoint un peu le côté, on ferme un enduit à la chaux, ça rend étanche. Eh bien, la terre, c'est pareil. On la ferme, on la polit longtemps pour la durcir et ça la rend étanche. Puis après, j'ai étudié un petit peu tout ce qui était émaux. Donc, j'ai une base d'émail blanc. Je trempe mes petits pions. Alors, ils sont là, hein, mes petits pions tout simples, cuits une première fois. Puis, je les trempe dans un émail blanc. Donc, ça a donné ça, par exemple. L'émail sèche et je vais venir dessus, sur le blanc, au pinceau, je vais venir dessiner avec un oxyde. Là, c'est un oxyde de cobalt. Je vais venir dessiner des petites fleurs, des petits motifs. Et je vais les cuire à 1000 degrés. Et là, ça va donner ça. Mon émail blanc va venir entourer ma couleur. Et j'ai une pièce décorée voilà, à la main. Alors oui, là, je m'amuse à faire des petits boutons. Je m'amuse à faire des... Voilà, tout ça, ça va partir en émaillage et en cuisson. Voilà, je fais des petits boutons qui ne sont pas encore émaillés. Là, il y a juste de l'argile blanche dessous. Okay. Voilà. En fait, l'argile blanche permet de me faire mieux rehausser la couleur que je vais mettre par-dessus. Okay. Voilà. Comme ma terre, elle est rouge. C'est le kaolin, là, l'argile blanche? Oui. Okay. C'est ça. Voilà. Et puis là, je fais plein de petits bols, voilà, qui vont aller en cuisson prochainement. Voilà. Et là, du coup, ça ne sera pas dans un four que je ne vais pas emmener toutes ces pièces dans un autre four extérieur. Donc, je les emmènerai dans notre four à bois qu'on a construit à l'automne dernier avec Thierry et d'autres personnes qui nous ont aidés. Un four qui peut monter donc à 1300... 1270, 1280, voilà, c'est un point important dans la cuisson du grès. Donc ça ferait un moment qu'on chemine avec Cathy là, sur comment cuire toutes ces créations en terre, toutes ces céramiques, etc. Donc voilà, on s'est dit dans les temps actuels, voilà, sortir d'une chauffe au gaz ou d'une chauffe à l'électrique, c'est quelque chose d'important. On a beaucoup de ressources en bois sur le terrain, on en a déjà parlé, une dizaine d'hectares avec pas mal de plantations qui commencent à produire beaucoup. Donc si voilà, la ressource c'est le bois. Donc on a cheminé avec des copains potiers, notamment un copain de la région de Vannes, qui en a déjà construit plusieurs comme celui-ci. Voilà, c'est un vrai créateur de fours. Il adore jouer sur les prototypes et les mettre au point. Et donc avec lui, on a fait un petit temps de construction à l'automne dernier d'un four qui permet de monter à 1280 et de cuire le grès que Cathy a mis au point. Hein, elle vous a expliqué, la terre qui est issue d'ici ne cuit qu'à 1000, mais en y ajoutant un petit peu de kaolin, exactement, on peut lui faire vivre l'expérience du grès à cette terre. Et donc on a imaginé un four. Alors, tu disais tout à l'heure, où est l'ouverture? En fait, l'idée c'est d'enfourner par-dessus pour se simplifier un peu la tâche de la conception.
plutôt que de faire une porte lourde pour laquelle il va falloir faire des aménagements particuliers, en fait, si on enfourne par-dessus, bah, tout est plus simple. C'est un poêle de masse, on dirait. C'est exactement un poêle de masse. Ouais. C'est exactement le principe du poêle de masse. Avec un peu de variation de type rocket stove, parce que du coup, on l'a fait évoluer pour pouvoir charger aussi avec des morceaux de bois à la verticale, avec un espèce de piano pour lequel on va avoir tout un jeu d'ouverture possible, d'arrivée d'air possible Gérer la puissance. Voilà, pour gérer la puissance, l'entrée d'air et la quantité de bois. Voilà, donc de type rocket stove à l'avant, de type poêle de masse sur le côté, parce qu'on peut aussi enfourner ici. Là. Alors allez, il est à l'état de prototype parce qu'on en a fait 2 cuissons qui fonctionnent. On va en tester une 3e dans quelques semaines. Et une fois que le four va être réglé, qu'on sera sûr de nos aménagements et des entrées d'air, etc., on va l'enduire, on va rajouter une couche de terre par-dessus. Donc ça, c'est de la brique réfractaire. On est sur une brique réfractaire. Alors, elles sont plus ou moins réfractaires, plus ou moins isolantes. Hein. Ça, elles ont différentes caractéristiques selon le niveau où elles sont et selon la fonction qu'elles ont dans le four. Ok. On va enfourner avec un jeu de plaques qui vont être mises en quinconce dans le four. L'idée étant de faire circuler les flammes avec le plus long parcours possible, exactement comme sur un poêle de masse, pour aller venir lécher les pièces et les cuire jusqu'à ce que la flamme finisse en faisant une redescente vers le tuyau d'évacuation et puis qu'elle sorte après par la cheminée qu'on enlève ponctuellement parce qu'en fait voilà, on la remet juste au moment de la cuisson. Là on protège de la pluie. Et donc après le jeu, c'est de faire cette circulation de flammes pour que toute la chaleur reste dans le four et que toutes les pièces soient bien léchées par les flammes dans le four. J'ai juste envie de dire que ce qui me remplit, moi, depuis des années, en fait, c'est de toucher les choses, de faire des choses avec mes mains, avec les matières qui m'environnent. Et ça fait tellement de bien, donc j'ai envie de dire, lâchez les écrans, lâchez les réseaux et lâchez tout ça. Parce que, en tout cas, moi, ça me remplit vraiment et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je suis bien quand je suis dans mon atelier, je suis bien quand je suis dans la terre. En fait, de faire des choses moi-même avec mes mains, c'est ça vraiment qui me remplit depuis plus de 20 ans maintenant. Et ça m'aide en fait à être quand même connectée un minimum, mais je sais que j'ai cette partie-là de création et de toucher et de faire des choses avec les mains. Je pense que vraiment aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Voilà.